Donc, bonjour et bienvenue au podcast Opération Reconstruction. Donc, on est rendu en fait à notre troisième épisode. Donc, aujourd'hui, nous recevons Dr. Siamas, R4 en chirurgie plastique à l'Université de Montréal. Nous allons également parler de son engagement en santé internationale et son parcours en recherche. Donc, merci Sia d'avoir accepté l'invitation et bienvenue. Merci, ça fait plaisir d'être ici. Donc, pour commencer, est-ce que tu veux un peu nous parler de ton parcours, mettons, à partir du cégep? Oui, certainement. Moi, je fais partie des étudiants en médecine qui sont rentrés directement du cégep. Donc, au cégep, j'étais allée au Collège Marianopolis en sciences lettres et arts. Puis, j'avais un peu commencé sans vraiment savoir quoi faire. Puis, la médecine, ça a été un peu un amour de dernière seconde. Alors, avec un peu de chance et d'opportunité, j'ai commencé mes études en pré-med à l'Université de Montréal. Puis, par la suite, j'ai fait mon parcours en préclinique où est-ce que j'ai trouvé un intérêt pour la recherche et ainsi j'ai décidé de prendre 2 années pour compléter une maîtrise en sciences biomédicales, donc en option médecine expérimentale. Et par la suite, j'ai rembarqué pour aller à l'externat. Puis par la suite, j'ai été chanceuse pour avoir l'opportunité d'être résidente en chirurgie plastique à l'Université de Montréal. Donc ça nous mène pas mal là aujourd'hui. Puis, tu as fait une maîtrise en même temps que ton doctorat. Est-ce que tu avais déjà un peu un background en recherche? Qu'est-ce qui t'a vraiment amené à finalement te lancer dans un engagement quand même gros? Donc, lorsque j'avais commencé la médecine, j'avais vraiment aucune expérience en recherche. C'était un peu par la chance que j'ai pu faire un stage à l'été après ma pré-med. C'était dans le cadre des bourses COPC. Maintenant, je pense que ça s'appelle les bourses premiers à l'Université de Montréal. Dans le fond, c'est un programme qui permet aux étudiants de médecine de s'initier à la recherche. C'était accompagné avec une certaine bourse pour qu'on puisse travailler sur un projet durant tout l'été. Et moi, à l'époque, j'avais travaillé avec un chercheur qui était aussi radio-oncologue au CHUM, qui travaillait sur la radiosensibilité des sarcomes. Donc, c'était un stage de 2 mois où est-ce que je travaillais avec des cellules. On collaborait avec d'autres laboratoires pour un peu voir c'est quoi les marqueurs biomoléculaires qui rendent les cellules plus sensibles à la radiothérapie dans les sarcomes des tissus mous. Puis ça a vraiment éveillé mon intérêt pour la recherche. J'ai trouvé que c'était un domaine fascinant, que malgré que c'était pas toujours facile à faire, c'est certainement un domaine avec plein de curiosité. Ça te permet un peu de tester tes limites. Puis ça m'a vraiment donné des apprentissages et des techniques que je n'avais pas vraiment eu la chance d'apprendre au cours de ma formation en médecine. Alors, cela m'avait un peu motivée à considérer à faire une maîtrise lors de mon doctorat. Je savais qu'à l'Université de Montréal, comme dans plusieurs autres universités et facultés de médecine, il y a l'option de faire un MD-MSc ou un MD-PhD. Donc, l'idée de faire soit une maîtrise ou un doctorat en même temps que le doctorat en médecine. Et j'ai sauté à l'opportunité de le faire. J'étais très chanceuse de trouver une patronne en chirurgie plastique qui, à l'époque, faisait de la recherche sur les nerfs périphériques. Et elle m'avait proposé de faire un projet sur la biocompatibilité ou genre la synaptogénèse des nerfs périphériques dans le contexte d'une genre d'interface entre les nerfs et les prothèses ou les électrodes implantables. Alors, c'était un peu l'idée derrière beaucoup des expériences qu'on avait faites. Je vous cacherai pas qu'au début, je m'attendais pas à faire 2 ans. Je pensais que j'allais prendre une année, que ça allait être fait, que j'allais continuer avec l'externat. Mais c'était une leçon que en recherche, parfois, on ne peut pas vraiment prédire nos résultats. Parfois, ça prend plus longtemps que prévu. Et c'est particulièrement vrai pour les sciences fondamentales où est-ce que on a un peu moins de contrôle sur les expériences, puis c'est quoi les résultats. Alors, j'ai pris la chance de prendre une autre année. Puis au final, c'était l'une des meilleures décisions pour ce projet parce que ça m'a permis de bien conclure le tout, d'avoir eu le temps d'écrire ma thèse, de la soumettre, puis d'en avoir fini le temps que je commence l'externat. Parce que certainement que l'externat, c'est tout un autre défi. Et quoique c'est pas impossible de faire ta maîtrise ou d'écrire ta thèse en même temps que tu fasses ton externat ou tes études en médecine, c'est certainement un défi de plus. Puis tu vas devoir faire des sacrifices à un certain moment avec ton temps. Alors, personnellement, je suis quand même très contente d'avoir fait ce choix. Et justement, comment a été la transition après à l'externat, vu que ça faisait quand même 2 ans que peut-être la théorie du préclinique n'était pas nécessairement frais dans la mémoire? Donc, à l'époque, et je pense que c'est probablement encore le cas, on avait la chance de faire un stage de réintégration après
qu'on prenne une sabbatique. Dans le fond, même si je faisais une maîtrise durant ces 2 années, c'était quand même considéré des années sabbatiques. Et ainsi, il fallait que je fasse un stage de réinsertion de 1 mois dans une spécialité médicale afin de pouvoir un peu réintégrer l'externat. Donc, vu que j'avais déjà un intérêt pour la chirurgie plastique à l'époque, j'avais décidé de faire un stage en dermatologie, ce qui s'est très bien passé, que j'ai beaucoup adoré. Puis par la suite, si tout se passe bien durant le stage, on peut juste réintégrer l'externat comme les autres. C'est sûr qu'au début, on se sentait un peu moins à l'aise. On a l'impression que les idées sont un peu plus loin, que tout ce qui a rapport avec comment faire un examen physique, comment prendre l'histoire, c'est un peu plus nébuleux, mais je pense que c'est des techniques qui nous reviennent quand même assez rapidement. Et vu que, en toute franchise, lorsqu'on commence l'externat, on est quand même assez débutant dans la prise en charge clinique, c'est pas si pire pour le rattrapage. Je dirais que pour la majorité des gens qui ont fait ça, ça se reprend quand même assez bien. Puis est-ce que vous étiez quand même plusieurs à être dans la même situation ou... Lorsque moi j'avais fait mon parcours, je pense qu'on était un peu moins. J'ai l'impression que ça devient une option de plus en plus intéressante pour les étudiants maintenant. Alors, je ne serais pas surprise qu'il y en a plus maintenant qu'il y en avait à l'époque. Je pense que j'étais probablement parmi les seuls qui avaient pris 2 ans parce que la majorité prenait 1 an, question de ne pas trop passer de temps hors de la médecine. Mais c'est sûr que tout dépend un peu de c'est quoi vos projets, puis si ça s'adonne à terminer en 1 an. Alors, le mien, ça donnait pas vraiment, puis au final, c'est quelque chose que j'étais très à l'aise de vivre avec, puis que j'étais contente d'avoir pris cette option. Puis tu as fait ta maîtrise justement là, en chirurgie plastique. Mm-hmm. Est-ce que très tôt dans ton parcours, tu as eu un intérêt ou ça a un peu été des circonstances qui ont fait en sorte que tu as connu ça? Donc, lorsque j'avais commencé la médecine, j'avais déjà un intérêt pour la chirurgie, mais honnêtement, la chirurgie plastique, c'était probablement la dernière chose à laquelle je pensais. Je pense que comme beaucoup de personnes qui s'y connaissent peut-être un peu moins sur le domaine ou qui ont eu moins d'exposition, c'est difficile de comprendre exactement c'est quoi la chirurgie plastique. Souvent, ce qu'on voit comme image, c'est la chirurgie esthétique, c'est le privé, c'est les émissions comme Botched ou ce genre d'affaires. Et disons que ça illustre une image un peu biaisée de ce que c'est la chirurgie plastique. J'ai été très chanceuse dans mon préclinique d'avoir pu faire des journées d'observation, ce qui est une chose que je suggère fortement à tous les étudiants en préclinique. De voir un peu c'est quoi la chirurgie plastique et ça m'a permis de voir vraiment l'ampleur et la diversité des cas qu'on peut prendre en charge. Et c'est l'une des choses qui m'avait vraiment attirée à cette discipline. Je pense que aussi l'aspect un peu artistique m'a beaucoup accueillie. J'ai toujours été quelqu'un de très artistique. J'ai été dessinatrice peintre pendant longtemps durant ma vie. C'était l'une de mes carrières possibles lorsque je décidais au cégep. Alors, de pouvoir un peu marier cet intérêt avec la médecine, j'avais l'impression que c'était le match parfait. Alors, j'ai mis mes œufs là-dedans. Puis comment est-ce que vous avez trouvé que votre maîtrise, justement, comment est-ce que ça vous aide dans votre résidence ou dans votre pratique? À la résidence, il faut généralement qu'on réalise certains projets de recherche. Alors, le fait qu'on ait une maîtrise, quoique elle ne soit pas obligatoire pour réussir en résidence, c'est quand même important de le souligner, te permet d'avoir une certaine longueur d'avance par rapport à comment réaliser un projet. Donc, savoir c'est quoi les étapes, devoir passer par le comité d'éthique, devoir élaborer un protocole, de trouver des gens qui peuvent t'aider à faire la collecte de données ou à faire l'analyse des données. C'est quoi le processus pour écrire un article et ensuite le soumettre. C'est quand même des acquis qui te permettent d'avoir une longueur d'avance et qui te permettent d'être plus efficace lorsque tu seras rendu à faire des projets de recherche à la résidence. Je dirais que la majorité des programmes de résidence, incluant ceux qui ne sont pas chirurgicaux, ont une certaine demande par rapport à la recherche pour le résident. Alors, je pense que le fait d'avoir fait une maîtrise et de traverser à travers ce processus rend ces projets un peu plus faciles à réaliser. Quoique j'ai des collègues qui n'ont pas fait de maîtrise et qui se débrouillent très bien dans ces domaines aussi. Alors, comme vous le mentionnez, c'est quand même tout un investissement. C'est 1 an, 2
potentiellement plus, dépendamment de dans quoi vous vous embarquez. Alors, il ne faut pas prendre à la légère lorsqu'on décide de faire une maîtrise. Puis, est-ce que tu aurais des conseils pour des étudiants justement qui commencent en recherche ou qui pensent, qui voudraient un peu se lancer là-dedans? Là? Mhm. La première chose que je suggérerais de faire, c'est de penser un peu à pourquoi on veut faire de la recherche, c'est quoi les apprentissages qu'on désire acquérir, puis aussi c'est quoi les ressources qu'on a pour dédier à la recherche. J'assume que la majorité du monde qui va écouter ce podcast sont des étudiants en médecine, puis veut pas, votre but premier, c'est d'être médecin à la fin du compte. Alors, il ne faut pas négliger que les études en médecine et vos stages en clinique vont toujours venir avant vos projets en recherche. Je pense que c'est quelque chose qui est très important à comprendre et à assimiler avant qu'on embarque dans ça. Puis par la suite, il faut regarder un peu c'est quoi nos intérêts. Est-ce que c'est un domaine en particulier? Est-ce que c'est une technique, un type de recherche en particulier que tu veux savoir comment faire? Est-ce que vous avez déjà des idées de projets que vous aimeriez apporter? Parce que c'est toujours une option de venir avec une nouvelle idée, comme c'est une option de se greffer à un projet qui est déjà en cours. Puis aussi d'avoir une bonne idée de c'est quoi vos disponibilités. Est-ce que vous êtes capable de fournir 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures, 10 heures en recherche par semaine? J'espère pas par jour, parce que sinon j'aurais peur pour vous. Puis comme ça peut mieux vous orienter par rapport à quel projet fitterait le mieux pour vous et dans lequel vous allez en tirer plus. Je pense que plus vous en tirez de votre projet, le mieux vous allez pouvoir vous impliquer, puis le mieux vos superviseurs ou les résidents qui sont impliqués vont apprécier votre présence et contribution aussi. Et justement, êtes-vous encore impliqué dans la recherche en ce moment pendant la résidence? Oui, je pense que ça nous échappe pas. La recherche pour moi, c'est quelque chose que j'ai toujours vraiment aimé, alors c'est un aspect que je voulais intégrer à la résidence, puis éventuellement à la pratique aussi. Puis j'ai quand même plusieurs projets de recherche qui sont en cours, certains qui sont un peu plus avancés que d'autres. La majorité de mes projets de recherche sont plus cliniques. Je ne vous cacherai pas que c'est quand même difficile de faire de la recherche fondamentale lorsqu'on est à la résidence, à part si on décide de prendre des années dédiées pour réaliser ces projets de recherche, ce que la majorité des gens sont un peu moins intéressés à faire. Alors, la majorité des gens font plus des projets cliniques. Puis mes projets en termes d'intérêt sont surtout sur les nerfs, un peu un amour qui me suit dans la résidence, puis aussi la main, et j'ai quelques projets un peu plus en rapport avec la plastie pédiatrique, mais surtout la main aussi. Est-ce que c'est quand même compliqué de gérer tout ce qui est recherche, les heures à la résidence aussi, là, sont beaucoup plus intenses qu'à l'externat puis qu'au préclinique? Je te cacherai pas que ça demande de l'adaptation, puis on le fait pas toujours parfaitement. Je serai la première à l'avouer. C'est sûr qu'il y a certains stages qui s'adonnent un peu plus à faire de la recherche. Nous, dans notre curriculum, on a 2 mois en tant que R2 qui sont dédiés à la recherche. Alors, ça nous aide à donner un boost pour finir nos projets ou du moins de les avancer. Sinon, c'est sûr que ça tombe un peu sur nos temps personnels. Alors, à nous de gérer combien de temps on veut dédier à la recherche. Parfois on aura plus de temps, parfois on a moins de temps, parfois ça arrive qu'on a plusieurs semaines où est-ce qu'on ne peut pas toucher à la recherche du tout parce que les stages ne s'adonnent pas, parce qu'il y a d'autres priorités dans nos vies professionnelles, personnelles qui prennent d'abord, puis c'est correct. Je pense que ce qui est le plus important avec les projets de recherche, puis ça c'est vrai pour nous en tant que résidents, mais aussi pour les étudiants qui sont impliqués, c'est juste d'être honnête et de communiquer avec les gens sur ce qui se passe et d'avouer lorsqu'on n'a pas le temps de le faire ou qu'il faut qu'on repousse un peu notre timeline initiale pour les projets. Évidemment, ne pas hésiter d'impliquer d'autres gens qui pourraient aussi vous donner un coup de main et puis aussi en bénéficier du projet en tant qu'apprentissage puis aussi éventuellement en tant que publication. Est-ce qu'il y a une certaine pression de faire la recherche ou comme des deadlines, puis là, des fois, j'imagine qu'on n'est pas capable de tout respecter, là, mais est-ce qu'il y a une certaine sorte de pression à faire de la recherche en résidence ou c'est vraiment, là, ça dépend des gens avec leur intérêt? Ça dépend des gens et ça dépend des programmes aussi. Par exemple, nous, à l'Université de Montréal, en chirurgie plastique, on nous demande de faire un projet de recherche par année. Ceci étant dit, ça peut souvent être le même projet de recherche qui est en continuité, mais l'idée, c'est
on a un projet de recherche qui est en cours, sur lequel on travaille activement. C'est sûr que c'est pas tout le monde dans le programme qui sont très axés recherche, alors certaines personnes vont en faire plus, d'autres personnes vont en faire moins. Puis ça revient un peu aux intérêts de chacun. Les autres programmes peuvent varier en termes de leur demande de recherche. Mais je dirais que la pression, oui, jusqu'à un certain point, vient du programme, mais c'est généralement assez clair, explicite, encadré. Et le reste de la pression, ça vient vraiment de soi-même. Si on veut faire une carrière en recherche, certainement, on va mettre plus d'efforts versus si on est moins intéressé à l'intégrer dans notre carrière, c'est moins important. Donc, c'est bien. Et au-delà de, justement, votre intérêt en recherche, vous avez aussi un intérêt en santé mondiale. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Comment est-ce que vous avez découvert ça au début de votre médecine ou plus au courant? Ouf! Là, c'est quand même une longue histoire. Oui. Je pense que mon intérêt en santé mondiale, puis éventuellement en chirurgie mondiale, ça a commencé un peu par un intérêt pour les différentes cultures, pour le voyage. Je pense qu'on commence tous un peu par une certaine curiosité. Puis éventuellement, on découvre tout un monde qui est très riche, mais aussi très complexe à naviguer en santé mondiale ou en chirurgie mondiale. Alors, moi, lorsque j'étais au préclinique, je me suis impliquée dans IFMSA. C'était un peu la manière pour moi de voir un peu le monde, regarder comment la médecine se faisait d'ailleurs. Je pense que c'est encore des groupes d'intérêt qui se poursuivent en préclinique, du moins à l'UDM, c'est certain. Donc, au début, j'étais plus intéressée par les stages d'échange. Donc, il y avait des stages d'échange de recherche et des stages d'échange clinique. Et initialement, j'étais l'une des responsables des stages de recherche. Alors, j'ai pu avoir un œil un peu sur les systèmes de santé dans les autres pays, voir un peu c'est quoi les intérêts en recherche dans les autres universités. Et éventuellement, lorsque j'étais à la fin de la 2e année de médecine, j'avais fait un stage SCOI. Ça, c'est les stages d'immersion que je ne sais pas s'ils existent encore, mais j'espère qu'ils existent encore. Je suis dans le comité et on le relance cet été. Ah, oh, super! Donc, vraiment, là, c'est le grand retour SCOI. Excellent! Ok, j'ai hâte de voir où ça va mener. Donc, à l'époque, je me souviens qu'il y avait 4 milieux dans lesquels on pouvait y aller. 2 en Afrique, un au Pérou et un en Chine. Et le principe de ces stages, c'était de voir un peu comment la médecine se réalisait dans les contextes à ressources limitées, qui sont très différents, comme vous pouvez probablement y penser, non seulement culturellement, mais aussi en termes de manière de faire qu'ici au Canada et au Québec. Alors, moi, j'avais embarqué dans celui qui nous avait emmenés à Guilin, en Chine. Et j'étais avec 4 autres étudiants en médecine au Québec. Puis, on a fait 6 semaines d'observation dans différents départements de médecine et de chirurgie dans un hôpital communautaire. Et je pense que ça a été l'une des expériences marquantes pour mon intérêt, de voir un peu c'est quoi les disparités en termes de ressources, un peu c'est quoi les défis, puis aussi la débrouillardise, mon Dieu, je massacre ce mot, des gens qui ont peu de ressources, puis comment ils réussissent à servir leur communauté malgré qu'ils ont très peu par rapport à ce qu'on a ici. Et éventuellement, durant ma première année de maîtrise, j'avais une amie qui s'était impliquée dans ce nouveau groupe qui s'appelle Incision. À l'époque, ça c'était en 2017, mon Dieu. Incision était un petit groupe d'étudiants qui étaient allés à l'assemblée annuelle de l'Organisation mondiale de la santé, le WHO en anglais, qui avaient trouvé un certain intérêt pour la chirurgie sur la scène internationale, entre autres l'accès aux soins chirurgicaux pour les pays à ressources limitées, et qui voulaient partir des initiatives étudiantes pour améliorer tout ce qui a rapport avec le advocacy, fait plaidoyer en français, je ne sais pas si c'est vraiment le bon mot, là. L'éducation, puis aussi la recherche en ce qui a rapport avec la chirurgie mondiale. Et cette amie m'avait amenée à juste m'impliquer là-dedans. Et au début, je me souviens que la première chose que j'avais faite pour eux, c'était juste un poster pour promouvoir l'une des journées internationales. C'était le International Global Surgery Day. Le Global Surgery Day, pardon. Qui était le 25 mai à chaque année, puis qui demeure le 25 mai depuis. Puis je pense que j'ai vraiment accroché à l'idée
et aux activités que ce groupe faisait. Éventuellement, j'ai pu travailler en tant que vice-présidence aux affaires internes. Puis par la suite, j'ai mené ces groupes au niveau international pendant 2 années avant de passer le flambeau aux prochains étudiants parce qu'éventuellement, on rentre à la résidence puis on affronte d'autres défis. Mais c'est certainement l'une des expériences qui ont été les plus formatrices en santé mondiale. Puis je ne vous cacherai pas que la résidence, c'est un peu plus difficile de se trouver du temps pour s'impliquer dans ce genre d'initiative. Mais une chance qu'en chirurgie plastique, on a quand même beaucoup d'opportunités de nous impliquer à l'international. On est probablement l'une des spécialités les plus impliquées dans ce genre de travail et ce genre d'effort. Et c'est certainement quelque chose que je vais poursuivre éventuellement dans ma carrière. Puis justement, parce que moi, je fais des groupes un peu là, de magie dans ce pays. Donc c'est sûr que c'est un intérêt que j'ai, mais j'ai trouvé ça quand même compliqué d'essayer de trouver comment s'impliquer quand on est étudiant, c'est quoi les opportunités. C'est quand même un monde un peu caché, là, si je peux dire. C'est quand même assez nouveau comme concept. Absolument. Est-ce que tu trouves qu'il y a de plus en plus d'opportunités? Est-ce que ça a été facile pour toi là, de t'impliquer justement là-dedans? Ben, je pense que il y a beaucoup plus d'opportunités maintenant qu'il y en avait dans le passé. Je te dirais que le Global Surgery ou la chirurgie mondiale a surtout débarqué en 2015 lorsqu'ils ont commencé à en parler à l'Assemblée annuelle de l'Organisation mondiale de la santé. Puis c'était là que beaucoup d'initiatives dans plusieurs pays ont parti pour apporter plus de recherche, plus d'initiatives pour la chirurgie mondiale. Donc certainement plus d'opportunités maintenant qu'il y avait dans le passé. En ce qui a rapport à comment commencer, c'est sûr que je suis un peu biaisée vu que j'ai quand même travaillé plusieurs années dans Incision. Alors la majorité des opportunités que je connais ont été connues à travers cette organisation. Ce que je peux vous dire entre autres, c'est que il y a à l'échelle nationale au Canada un working group, fait ce qu'on appelle des National Working Group de Incision, qui s'appelle le CGSTA, qui est le Canadian Global Surgery Student Alliance, Trainee Alliance. Je l'ai peut-être botché, je m'excuse encore une fois. Mais qui mène un peu des initiatives de chirurgie mondiale plus à l'échelle nationale, puis qui a probablement, si je ne me trompe pas, des chapitres dans chacune des universités, incluant l'Université de Montréal. Alors, je vous dirais que c'est un bon endroit pour commencer un peu plus localement à connaître c'est quoi les opportunités. Puis, on continue un peu à bâtir nos intérêts à partir de petites choses qu'on acquiert de temps en temps. C'est sûr que on tombe pas de 0 à 100 en comme un an, ou du moins si vous le faites, bravo. Mais la majorité des gens, incluant moi, on saute pas de 0 à 100 en très peu de temps. Alors, c'est vraiment un cumul de différentes expériences que vous allez voir. C'est quoi les choses en santé mondiale qui vous attirent le plus? Est-ce que c'est plus l'idée de faire des missions, puis d'offrir des soins à des communautés en demande? Est-ce que c'est plus l'aspect plaidoyer, l'aspect plus légal de l'affaire? Est-ce que c'est plus l'aspect recherche, éducation qui vous attire? Alors, il y a un peu d'exploration à faire à ce niveau-là. Sinon, je sais que Incision au niveau international recrute à chaque année. Alors, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a généralement des applications qui sortent en fin de l'année calendrier, où est-ce que vous allez pouvoir voir c'est quoi les critères pour appliquer, puis vous pouvez appliquer à l'une de leurs équipes internationales et travailler sur des projets en particulier. Sinon, parlons un peu plus de chirurgie plastique, vous pouvez toujours voir s'il y a des ONG qui offrent des opportunités d'application pour les étudiants en médecine. Exemple, Operation Smile, qui est l'une des ONG les plus connues, je vous dirais, en chirurgie plastique, qui se concentre surtout sur les fentes labiopalatines. Il y a aussi Research, qui s'occupe plus de la médecine reconstructive en général. Donc, il travaille un peu plus sur tout ce qui est contractures chez les brûlés, un peu les déformations post-trauma, probablement les fentes labiopalatines aussi, là, si j'avais à deviner, qui offrent des opportunités de bénévolat ou d'autres initiatives qui pourraient être intéressantes. Fait que ça, c'est des choses un peu plus propres à la chirurgie plastique. Puis, plus localement, il y a aussi plusieurs chirurgiens plasticiens qui font des
mission dans certains pays. Par exemple, dans notre programme, il y a Dr Bruno Mastro Pasqua qui fait des missions en Inde à chaque année pendant 2 semaines, puis qui peut parfois accompagner des étudiants en médecine. Et il y a aussi Dr Bortoluzzi qui fait plus des missions de fente labiopalatine en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Alors, c'est un peu de voir aussi c'est quoi les gens, ce qu'ils font localement. Les opportunités sont certainement là, c'est juste une question de ce qui vous intéresse. Puis quand tu étais étudiante, toi, c'est avec NCGN, c'est plus du plaidoyer. En quoi ça consiste un peu, tout ce qui est advocacy? Puis... Fait advocacy, je pense que c'est un terme qui est assez méconnu par la plupart d'entre nous. La meilleure façon que je peux l'illustrer, c'est un peu comme faire le travail lorsque vous faites partie de la MOOM ou lorsque vous faites partie de la FMEQ. Fait que l'idée, c'est que vous représentez une certaine vision, une certaine valeur que vous voulez amener de l'avant par rapport à certaines institutions publiques ou par rapport au public en général. Ou souvent, ce que nous, on aimait faire, c'est plus la dissémination au niveau des médias sociaux. Comme par exemple, dans le contexte d'Incision, c'est un peu plus l'accès aux soins chirurgicaux essentiels à travers le monde. Fait que l'idée, c'est de, entre autres, mener des campagnes de sensibilisation pour faire connaître un peu c'est quoi la situation de l'accès à travers le monde, que ce soit par exemple pour les soins obstétricaux, pour les mères en Afrique, que ce soit par exemple l'accès aux soins anesthésiques, qui peuvent être très cruciaux par rapport à si on est même capable de faire une chirurgie ou non dans certaines des institutions. C'est aussi par rapport à l'accès à des formations pour les médecins locaux pour avoir l'opportunité de devenir un chirurgien ou un anesthésiste dans ces pays et de servir leur communauté. Fait que ça peut être, c'est juste certains thèmes qui ont déjà été abordés dans le passé. Puis je pense qu'en tant que groupe, ils ont été très bons à utiliser les plateformes telles que Instagram, Twitter, X présentement. Puis je me demande s'ils sont impliqués sur TikTok. Je ne cacherai pas que je sais pas, mais ça ne m'étonnerait pas. Pour un peu disséminer ces messages. Et je pense que c'est aussi de là que le groupe a pu grandir en termes de nombre. Puis, si je ne me trompe pas, aux dernières nouvelles, on a quand même une belle représentation à travers tous les continents de la planète. Et l'idée, c'est aussi de faire sensibiliser aux disparités qui sont plus locales. Alors, par exemple, si je peux donner comme exemple ce que CGSTA fait, il y a aussi beaucoup de travail de sensibilisation qui vise par exemple les communautés autochtones au Canada, qui ont certainement des accès beaucoup moindres par rapport à la population générale, des initiatives plus par rapport aux populations migrantes, par rapport aux populations réfugiées ici au Canada, qui certainement n'ont pas les mêmes opportunités que la population générale. Alors, il y a quand même beaucoup d'avenues qu'on peut prendre dans le domaine du plaidoyer. Et justement, ce serait quoi les plus gros défis ou les événements les plus marquants justement à organiser des campagnes de quand même grande envergure, voire internationale? Comment c'était lead tout ça? Tout un défi, je ne me cacherai pas. Je pense que c'est toute une expérience d'apprentissage, de savoir comment communiquer avec des gens qui viennent tous d'une culture différente, qui ont des niveaux de formation différents, qui ont des formations différentes et qui veulent tous aider, mais à leur façon. Fait que je pense qu'en tant que leader d'une grande organisation, c'est vraiment crucial de savoir c'est quoi les forces de ton équipe, c'est quoi les intérêts de ton équipe et voir comment on peut trouver une certaine synergie dans toute cette diversité. Puis je ne vous cacherai pas qu'il y a beaucoup d'essais-erreurs. On n'a pas nécessairement réussi à tous nos coups, mais je pense que vu qu'on avait toute la même vision, qu'on avait tous les mêmes intérêts, on a réussi quand même à faire des grosses choses, des gros événements. Entre autres, le Incision Global Surgery Conference, qui était quelque chose qu'on faisait à chaque année depuis 2018, jusqu'à la pandémie, qui a un peu chamboulé les choses, je ne vous cacherai pas, mais qui a rassemblé beaucoup d'initiatives des gens locaux aussi. Puis c'est aussi une opportunité pour
les étudiants plus locaux de notre organisation de s'impliquer à un niveau plus international. Comme exemple, en 2019, on avait organisé cette conférence au Rwanda, ce qui nous a permis de rejoindre beaucoup des étudiants plus dans le continent africain et leur faire découvrir c'est quoi les opportunités en termes de chirurgie mondiale, puis aussi qu'est-ce qu'eux peuvent faire plus localement pour aider leur communauté. Alors, je pense que ça, c'était une grosse force, un gros accomplissement de notre organisation. Puis éventuellement, au final, ce qui comptait le plus, selon moi, c'était surtout la gamme d'opportunités qu'on a pu offrir aux gens qui n'avaient peut-être pas de contact avec la chirurgie mondiale au niveau international et qui ont pu éventuellement avancer leur carrière dans le domaine ou qui ont pu aller faire des maîtrises ou avoir des opportunités qui sont en relation avec ce dernier. Alors, je pense que ça, c'est probablement le meilleur accomplissement par-dessus les événements qu'on a organisés, par-dessus les campagnes, par-dessus les traditions qu'on a pu établir dans le domaine plaidoyer. Je pense que c'est très satisfaisant de savoir que Incision a été un peu comme une trampoline, un springboard pour beaucoup de personnes pour lancer un peu leur carrière en tant que clinicien ou en tant que membre dans la communauté de chirurgie mondiale ou en santé publique. Puis on parle beaucoup de chirurgie mondiale, de santé mondiale au niveau international, mais on a aussi des enjeux comme localement, même au Canada. Absolument. On est un pays assez développé avec beaucoup de ressources. Est-ce que dans Incision ou dans ton parcours en tant qu'étudiant, tu as été confronté à ça ou tu t'es impliqué plus localement, disons? Je te dirais que mon implication était surtout au niveau plus international. Localement, par contre, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'initiatives qui existent. Puis, je te cacherai pas que vu que je suis un peu moins impliquée, je m'y connais un peu moins. Mais je te dirais que CGSTA ou les chapitres dans les différentes universités sont probablement vos meilleures ressources pour voir c'est quoi les activités qui sont en cours. Entre autres, ils font un bulletin à chaque mois où est-ce qu'ils parlent de leur activités et aussi de certaines opportunités qui existent un peu plus au niveau local dans lesquelles les étudiants peuvent participer. Par exemple, je sais que à McGill, ils ont un groupe d'intérêt et de travail en chirurgie mondiale qui est très actif, mais un peu plus axé sur tout ce qui est chirurgie trauma, chirurgie pédiatrique. Puis de façon similaire, il y en a un à UBC qui se focus aussi un peu plus sur la chirurgie générale, la chirurgie trauma. Et ce qui est intéressant à UBC aussi, c'est qu'ils offrent un programme de maîtrise sur la chirurgie mondiale et un certificat universitaire sur ce sujet aussi. Donc, pour les gens qui sont très motivés et qui veulent absolument en savoir plus, en apprendre plus, ça peut être une opportunité locale d'aller une étape plus loin. Justement, vous faisiez beaucoup de recherches, vous vous impliquez internationalement, les études. Comment est-ce que vous faites pour jongler tout ça? Est-ce que vous avez des tips and tricks plus concrets? Ouf! Grosse question. Je pense que, premièrement, il faut accepter qu'on a tous 24 heures durant une journée. Puis que si on s'implique plus dans une affaire, il faut le sacrifier un peu dans une autre. Je pense que durant les années où est-ce que j'étais plus impliquée dans, entre autres, la chirurgie mondiale, entre autres, la recherche, j'avais sacrifié peut-être un peu plus sur ma vie sociale, un peu plus sur mon sommeil, mais c'est des choses qui m'étaient importantes. Puis, veux pas, la communauté en chirurgie mondiale, puis aussi les gens que j'ai rencontrés en recherche, sont un peu devenus ma communauté sociale aussi, les gens avec qui je m'entendais, avec qui j'avais des intérêts communs. Alors, c'était pas peine perdue, certainement. C'est sûr que l'important, je pense, c'est d'évaluer de façon périodique c'est quoi nos priorités dans la vie. Puis c'est correct si nos priorités changent. Comme, par exemple, là, maintenant, je suis R4. Le Collège Royal s'en vient. Alors, éventuellement, c'est sûr que je vais devoir lâcher un peu plus tout ce qui est activité autre, tout ce qui est un peu plus implication autre, et d'avoir un focus plus sur la clinique, être une bonne chirurgienne, puis les études pour passer le Collège Royal. Puis ça, c'est normal. Je pense qu'il faut accepter qu'on ne peut pas tout avoir en tout temps, puis de savoir distinguer qu'est-ce qui est important pour nous et de mettre nos énergies là-dessus. Et d'essayer de prendre soin de soi-même aussi à travers le tout, parce que
Comme ils disent, it's a marathon, not a race, not a sprint. C'est très vrai. Puis vous voulez pas tomber en maladie, disons, trop tôt dans votre carrière. C'est pas une bonne idée. Puis tu as parlé tantôt que justement la recherche prenait une grande place, puis que plus tard, en tant que clinicienne, tu serais probablement t'impliquer là-dedans. Est-ce que la chirurgie mondiale, c'est aussi quelque chose que tu voudrais faire plus tard? Est-ce qu'à l'Université de Montréal, il y a déjà des programmes qui encadrent là-dedans, là, en chirurgie plastique, ou c'est méconnu? Je te dirais que les initiatives à l'UDM, puis en toute franchise, probablement aussi dans plusieurs autres universités, sont faites un peu plus en silo, dans le sens qu'il y a plusieurs initiatives, mais généralement sont un peu plus menées par un ou quelques individus. Puis c'est un peu la réalité des initiatives en chirurgie mondiale, parce que c'est pas si facile que ça de jumeler les intérêts ou d'être capable, surtout en tant que chirurgien, d'avoir des horaires ou d'avoir du temps commun pour pouvoir vraiment collaborer en grand groupe. C'est sûr que l'idéal, c'est de pouvoir le faire, mais il faut aussi être réaliste par rapport au temps et aux opportunités. Comme j'ai déjà mentionné, il y a certains patrons à l'Université de Montréal qui font entre autres des missions dans des pays qui en ont besoin, qui offrent surtout des soins, mais aussi de l'éducation par rapport aux professionnels de la santé qui sont sur le champ. Donc, certainement qu'il y a certaines choses qui peuvent être faites ici et là. Éventuellement, je pense qu'on apprend tous un peu à trouver c'est quoi notre style d'application, puis qu'est-ce qui marche le mieux par rapport à notre carrière, puis nos buts. Fait que la chirurgie mondiale, c'est pas nécessairement juste donner des soins ou faire de l'éducation dans des pays qui en ont besoin. Ça peut être des initiatives plus locales, ça peut être des initiatives de façon un peu plus advocacy ou administrative ou légale à un niveau municipal, provincial, national, international. Ça peut être plus des travaux de type recherche, plus des travaux de type analyse économique, des travaux plus d'envergure politique. Alors, il y a vraiment plusieurs facettes que ça peut prendre. Éventuellement, je verrai un peu c'est quoi les opportunités, puis qu'est-ce que la carrière puisse m'offrir en tant de ressources aussi. Mais certainement que j'ai des très bons souvenirs par rapport à mes années que j'ai passées avec Incision, par rapport à tout le travail de plaidoyer, à la recherche que j'avais fait dans le passé, et j'aimerais bien commencer ou recommencer à m'y impliquer dans le futur. Puis, est-ce que tu aurais un conseil que tu aurais aimé recevoir en début de parcours? Parce que j'imagine que si on se projette là, comme 10-8 ans en arrière, tu n'aurais peut-être pas imaginé tout ce qui t'est arrivé et tout ce que tu as fait, en fait. Absolument. Est-ce que si tu voulais revenir en arrière, si tu aurais donné un conseil que tu aurais voulu recevoir plus tôt là, dans ton parcours? J'aurais dit de rester ouvert aux opportunités qui viennent à toi. Dans le sens que je pense que comme beaucoup d'étudiants en médecine, on est tous un peu type A, on est tous un peu control freak, on veut tous avoir un plan concret de notre futur, mais la réalité c'est que si on m'avait dit lorsque j'avais commencé après-med que j'allais être chirurgienne, plasticienne, puis que j'allais faire de la recherche, puis m'impliquer en chirurgie mondiale, j'aurais fait comme non. Absolument pas. Mais je pense que je suis rendue où est-ce que je suis rendue aujourd'hui parce que j'avais gardé un œil ouvert par rapport à différentes choses, même si initialement elles me paraissaient bizarres ou elles me paraissaient peut-être incompatibles avec la personne que je suis. Il faut vraiment essayer pour savoir qu'est-ce qui te va et qu'est-ce qui te va pas. Alors, l'un des plus grands conseils que j'ai pour les gens qui sont précliniques ou même en pré-med, c'est de faire des journées d'observation, de regarder un peu c'est quoi les carrières qui s'offrent à vous en médecine, puis de ne pas se gêner à explorer d'autres choses qui sont un peu paramédecine, entre gros guillemets, dans le sens tout ce qui est recherche, tout ce qui est implication,
sociales, implications même politiques. Par exemple, si on pense aux gens qui sont impliqués avec la FMEQ ou FMRQ éventuellement, puis éventuellement le Collège des médecins ou votre association de spécialité. Parce que la réalité, c'est que je connais des gens qui, initialement, voulaient partir dans une certaine carrière, dans une certaine spécialité, puis qui finalement sont finis chercheurs ou chefs d'entreprise. C'est arrivé dans ma cohorte. Ou qui sont rendus dans une spécialité complètement différente. Ou des gens qui sont quittés la médecine complètement. Puis je pense qu'il n'y a pas de gêne à penser peut-être qu'on ne sera pas exactement médecin de la façon qu'on aurait pensé. Je pense que c'est un privilège de pouvoir faire des études en médecine. Puis que même si jamais vous décidez, après que vous avez fait les études en médecine, que ce n'est pas la médecine que vous voulez faire, il y a quand même plusieurs opportunités de carrière que vous pouvez prendre qui ne sont pas nécessairement la médecine clinique, qui sont très enrichissantes. Mais c'est sûr qu'on aimerait vous avoir comme médecin, alors j'espère que vous allez rester. Donc, nous, on a quand même, je pense, fait le tour assez. Merci beaucoup d'avoir été là, de nous avoir fait découvrir la médecine, la santé mondiale, la chirurgie mondiale, qui n'est vraiment pas un sujet qu'on parle souvent. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Puis si jamais vous me croisez dans le corridor, ça me ferait plaisir de vous en parler davantage aussi. Venez nous voir en chirurgie plastique, on est cool. Parfait. Donc, super. Donc, ça conclut notre 3e épisode sur la chirurgie mondiale. Puis, on vous invite à aller regarder nos 2 autres épisodes et rester à l'affût parce que plein d'autres s'en viennent. Merci!